Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Muet depuis la réception de Lyon, Habib Diallo peine à porter le FC Metz avec son expérience et son récent statut de capitaine. Focus sur une saison en dessous des attentes pour le numéro 30. Le FC Metz a rendez-vous face à l'OM dans un Orange Vélodrome toujours aussi particulier en Ligue 1, mais aussi pour le revenant Bounassar avant match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag, un jeudi ensoleillé parfait pour avoir de bonnes mines sur notre plateau, en tout cas on l'espère pour les 52 prochaines minutes. Petit tour de canapé habituel, déjà vous connaissez le programme avec nos chroniqueurs du jour. Patrick Muller est avec nous, salut Patrick. Salut Aymeric, moi je suis bleu vêtu comme le ciel. Comment ? De bleu vêtu comme le Je suis ciel. venu en couleur olympienne. Phocéenne. Je dirais un homme politique. Merci beaucoup. Alors on m'a dit de rester. C'est pas que je vais paraître affalé, on m'a dit de m'installer confortablement. T'es décontracté, t'es parfait. Voilà. Il faut que tu sois comme chez toi ici. Oui, c'est vrai, j'ai un peu oublié, mais je suis parti un petit peu en retard. À tes côtés, peut-être pas une tenue de politicien, quoique c'est vous qui voyez, on ne sait jamais aujourd'hui. Yannick Bakoto est avec nous. Salut Aymeric, salut Patrick, salut Borby. C'est plus dans le sportif. Un peu plus dans le sportif, streetwear. voilà. Ouais, mais pas en coach sportif aujourd'hui. Non, pas en coach sportif. Pas 1000 sur web. Ça dépend des semaines. À ses côtés, il est moitié-moitié, ça dépend de où vous regardez, en haut, en bas. Stéphane Borbiconi est avec nous. Comment je dois me tenir comme ça? Comme tu veux. Comme ça. Un peu sérieuse comme ça. Un peu sérieux. On prenne au sérieux. On va parler de comptabilité en plus. Oui, donc, on va parler de comptabilité, c'est vrai ça. Comptable. Mais d'ailleurs, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'actu de la semaine. Et oui, on va parler petit sous aujourd'hui dans le Graouli Mag. La formation est sortie hier. La DNCG, la Direction nationale de contrôle et de gestion, ça c'est pour si vous voulez faire un peu plus de lignes dans vos paragraphes, a dévoilé les comptes des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour l'exercice dernier, c'est-à-dire 2024-2025. Évidemment, qui dit club de Ligue 1 et de Ligue 2, dit FC Metz. On va se pencher un petit peu sur ce qui s'est passé du côté des Grenats avec quelques chiffres. On ne va pas tous vous les dévoiler. Si vous voulez tous les retrouver, ils sont sur notre site, notamment www.moselle.tv. Mais voilà, un résultat net, un déficit très léger, 550 000 €, très léger pour un club de foot. Je me permets, parce qu'après on va commencer à me dire, je vous vois venir. Total des produits, c'est un peu plus problématique. Un peu plus chiant. Total des produits hors mutation, 23 millions d'euros. Total des charges hors mutation, c'est-à-dire hors période des transferts, 48 millions d'euros. Patrick, des chiffres qui en soi ne nous étonnent pas. La réalité a été déjà mise en avant. C'est les transferts qui permettent au FC Metz d'être à l'équilibre ou presque. Ça consacre deux choses, c'est-à-dire que la gestion financière est saine, au détriment de l'aspect sportif, c'est ce que pensent et ressentent un certain nombre de supporters. Et effectivement, ça consacre un petit peu plus la logique du trading, qui est clairement au cœur du projet. 28 millions d'euros, un peu plus de 28 millions d'euros la saison dernière. C'est au cœur de la stratégie aujourd'hui du FC Metz. Alors, à tort ou à raison, j'ai en mémoire cette sortie assez récente d'un certain Stéphane Borbiconi sur le sujet. Il y a monologue de 4h30. T'es sûr que t'allais il y a dire quelques sur temps. moi. Que je partage sur un certain nombre de points. Le problème, c'est qu'il y a trading et trading. En fait, ça dépend comment on fait. Et ça me fait beaucoup penser à la stratégie du FC Metz, quoi. C'est-à-dire que sur les constats, on peut souvent être d'accord, mais à mon sens, pas sur l'approche, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un autre souvenir, c'est une interview relativement récente d'Hélène Schrub au mois de février qui nous a dit... je vais la citer pas de manière précise ni exhaustive parce que je le fais de mémoire. Je vois mon pauvre Aymeric qui est en train de hocher la tête parce que ça y est, je pars de nouveau dans tous les sens. Non, c'est toujours des petites parenthèses. Tu peux y aller ? C'est toujours des petites parenthèses. Tu peux y aller. Tu m'autorises à... Évidemment. D'accord. Chez toi ici. Donc il nous disait en substance que le FC Metz ne pouvait viser que le maintien. Sur le constat, je suis d'accord, mais je trouve qu'il manque des mots. C'est-à-dire qu'elle aurait pu nous dire, par exemple, oui, compte tenu du fait que, alors c'est une interprétation personnelle, compte tenu du fait qu'aujourd'hui on n'a pas d'actionnaire extérieur, on a quelqu'un qui tient les rênes du club depuis un certain nombre d'années, qui a déjà mis beaucoup d'argent, compte tenu de ce fait-là, ça va être difficile de viser autre chose que le maintien. Là-dessus, on peut s'entendre. Le problème, c'est qu'il manque
Mais on va trouver des solutions, mais on va être malin, mais on va tenter des choses, à l'image d'Angers, à l'image du Havre, qui vit sur le même modèle, mais qui est capable d'aller chercher des joueurs, qui est capable de faire des coups, qui est capable d'avoir une certaine stabilité sportive, qui est capable de ne pas avoir d'argent sur un certain nombre de mercatos successifs, mais de réussir à assurer une certaine pérennité sportive. Donc la frustration, pour moi, elle vient de là. Voilà, maintenant, si on revient sur ces chiffres, non, il n'y a rien d'étonnant, on n'apprend pas grand-chose par rapport à la politique mise en place par le FC Metz depuis quelques années maintenant. Ce qu'on peut lui laisser, c'est qu'effectivement, il y a une capacité à être à l'équilibre, à peu de choses près, un demi-million quand on voit... On dit par certains clubs, c'est plutôt bon. Hein. On a vu des clubs qui sont descendus avec Reims, 68 millions d'euros de déficit, Lyon, plus de 200 millions. Lyon, c'est 200 millions, Marseille, c'est 100 millions. Voilà, il y a des clubs qui tirent leur épingle du jeu. On voit que Metz, c'est correctement géré, mais c'est au détriment d'une certaine ambition sportive. Voilà, pour résumer un petit peu le propos. Et on voit aussi que, encore une fois, les mutations, donc les transferts, sont absolument centrales et inévitables, alors qu'avant, dans une époque plus ancienne, la part de droits télé faisait qu'il y avait deux leviers principaux. Là, on voit bien que tout dépend des ventes, en fait. Borby, c'est vrai qu'on le voit, les droits télé, on les a vus, 7 millions, un peu plus de 7 millions pour la saison dernière. C'est des chiffres qui ont été mis en avant par le président plusieurs fois. Évidemment, on les retient parce qu'on voit aujourd'hui le classement, ce genre de choses, on le met en relief. Mais ça fait aussi partie de cette petite réalité qui, qu'on le veut ou non, existe. Et ça, on l'a déjà dit sur ce plateau. Oui, bien sûr que ça fait partie de la réalité. C'est un élément avec lequel il faut compter malheureusement, l'effondrement des droits télé. Mais ça ne concerne pas uniquement le FC Metz. C'est ça. Là-dessus, tous les clubs sont à égalité. Du moins les clubs qui luttent pour le maintien et qui sont dans la catégorie. Les clubs non européens, en tout cas. Exactement. Mais... après, sur le constat, moi, il y a rien j'apprends rien dans ce bilan comptable. Après, ce qui m'intéresse, c'est les répercussions sur le sportif. Et je pense qu'on peut avoir les mêmes données et faire de meilleurs choix sportifs, notamment dans l'anticipation. Parce que c'est vrai que le mercato, on a toujours l'impression qu'on improvise, qu'on découvre qu'il faut vendre des joueurs. Et il n'y a pas d'anticipation. Et c'est ça qui nous met dans une difficulté sportive. Si je prends des exemples comme Lorient, qui est en positif de 600 ou 650 000 euros, ils ont les mêmes problématiques que nous, exactement pareil. Pourtant, sportivement, ils ont presque 3 fois plus de points que nous. Donc c'est qu'ils ont, avec le même postulat de départ, fait des choix différents, ou du moins des choix beaucoup plus anticipés. Il y avait eu un débat un peu l'année dernière là-dessus, quand ils étaient descendus en Ligue 2 et qu'on leur avait dit, ouais, leur effectif a finalement pas tant bougé de ça. Il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient restés. Ça avait donné lieu à quelques frustrations au début de saison. Mais finalement, ils font une saison très solide. Et l'année d'après, en fait, ils arrivent avec un groupe qui est déjà un petit peu expérimenté. Où ils ont amené 2-3 touches dessus. Et aujourd'hui, ils font la saison qu'ils font. Quoi. Je pense qu'ils sont parfaitement conscients que, par exemple, je prends l'exemple de Croupy, ils savaient qu'ils allaient le perdre à un moment ou à un autre. Les meilleurs joueurs qui sont mis en valeur, évidemment, il y a l'Angleterre, qui ont des surfaces financières tout autres que Lorient, qui peuvent piquer des joueurs. Mais je pense qu'ils anticipent dans le sens où ce joueur-là est remplacé, ils ont pris Bamba Dieng, ils ont d'autres joueurs attaquants qui émergent, et ils ont surtout un noyau de joueurs qui leur confère une stabilité au niveau de l'effectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal de leur président ou de la direction qui dit il faut vendre pour 20 millions en début de saison. On le sait qu'ils sont aussi soumis aux mêmes règles et dans des difficultés financières qu'ils ont besoin de vendre pour payer les salaires, etc. Mais après, j'ai l'impression, un peu plus maîtrisé, un peu mieux pensé, et après, il faut faire des bons choix sur les bons joueurs et dans le bon timing. Yeni, très rapidement, c'est vrai qu'on l'a dit, les chiffres ne sont pas choquants. Le constat, on l'a déjà plus ou moins dit sur ce terrain. Il faudra juste voir maintenant ce qui se passera l'année prochaine pour le club. Seule donnée peut-être qui peut être un peu intéressante, on l'a vu, c'est au niveau des salaires, presque 20 millions pour le FC Metz, qui est quand même une grosse somme. Même si on l'a vu, ça a peut-être baissé. Les salaires entre joueurs, en tout cas, ne sont pas plus choquants que d'autres. On l'a vu il y a quelques jours sur l'émission, quand on a eu les salaires sortis par l'équipe. Ouais, moi aujourd'hui, je me pose aussi une question, c'est que si le club descend et que le club est sur les transferts, etc., aujourd'hui, quel joueur peut ramener beaucoup d'argent au club? T'as peut-être plus la grosse valeur marchande que tu avais avec Mathieu Hudol ou que tu avais avec certains joueurs les années précédentes. Donc aujourd'hui, maintenant, si on se base que sur les transferts, le FC Metz
à mon avis, sera un petit peu en difficulté, surtout si ça descend. Il y a un moment où ça va bloquer. Ça va bloquer à un moment Là, donné. la saison dernière, Et- tu as quand même misé sur 1 ou 2 joueurs. C'est vrai que C'est ça ça. sur une saison avec Miko Tadze, Lamine Camara. Voilà. Tu fais énormément. Là, tu as eu Brian Maggio qui est tombé un petit peu de nulle part. L'an prochaine, ça va être des joueurs, peut-être Sadi Boussané ou les plus jeunes qui percent aujourd'hui. Mais si tu perds tes jeunes joueurs aujourd'hui, Ouais, ça va être un peu compliqué, surtout qu'en plus les jeunes d'aujourd'hui ont signé des contrats, donc forcément, faudra mettre aussi un peu. Mais si on compte vraiment que sur ça, bah, à un moment donné, ça va coincer et puis le club sera en difficulté et ça va faire tâche et ça va tout simplement mettre en difficulté le club et on va repartir sur des chiffres comme on voit avec des millions. Là, pour le moment, ça se passe bien parce que le club est stable, assez stable financièrement. Mais voilà, quel est l'avenir en fait de tous ces chiffres? Quel sera l'avenir du FC Metz après s'il y a descente en Ligue 2? Ce qu'il ne faut pas oublier, et bien évidemment, je pense que dans les semaines à venir, on aura l'occasion largement d'en parler, mais ce principe d'automatisme, c'est-à-dire se dire, bah, finalement, c'est un club qui fait l'ascenseur depuis longtemps, on repart en Ligue 2, on va jouer les premiers rôles. Cette année, c'est pas acquis. C'est pas acquis parce que les chantiers sont immenses, pardon. et que la Ligue 2, elle commence à avoir un visage un peu différent aussi. On l'a dit, il y a quand même aujourd'hui des noms qui certes étaient en Ligue 1 avec quelques années, mais l'année prochaine, tu vas encore avoir du Montpellier. Enfin, tout le monde ne va pas monter, quoi. Donc, du Saint-Etienne cette année, du Reims, du Montpellier, de ceux qui vont descendre avec nous. Donc, peut-être Nantes, si ça en reste là. Auxerre, si ça en reste là. Il va falloir faire attention. Et si on se focus uniquement sur le FC Metz, encore une fois, hein, il y en a des points de difficulté entre l'identité de l'entraîneur, ta charnière, ton poste d'avant-centre, ton milieu de terrain. Alors certes, on a sécurisé 1 ou 2 jeunes pour l'instant. Tu fait un contrat. Faut pas s'imaginer que ça va être si facile et que ça va être si automatique. Non, mais Donc, monter en Ligue 1 quand tu es en Ligue 2, c'est jamais évident. Jusqu'à présent, Metz, et fort heureusement, on a toujours réussi à s'extirper un petit peu rapidement de la Ligue 2. Mais après, quand tu descends, il faut avoir aussi un projet sportif clair et donner aux joueurs donner l'envie aux joueurs de rester et donner à des joueurs qui peuvent t'amener une plus-value de venir. Donc ça tombe pas non plus du ciel. Ça doit être anticipé dès maintenant avec un plan Ligue 2, commencer à nouer des contacts avec des joueurs intéressants qui connaissent le championnat de Ligue 2, qui peuvent amener quelque chose au FC Metz. Mais après, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut changer, je pense, de logiciel. C'est-à-dire que et quoi faire d'autre que du trading, Steph de manière plus maligne plus... Non, tu peux faire les deux. Parce que je ne vais pas nier le monde dans lequel on est. Évidemment, tu es dans un écosystème ultra compétitif, de compétition. C'est une lutte acharnée pour avoir les joueurs, pour et avec peu d'apports extérieurs. Avec peu d'apports extérieurs par rapport à beaucoup d'autres clubs. Mais tu dois sécuriser tes positions, tu dois sécuriser ton club et ton équipe fanion en ayant un noyau, avec un discours clair, avec des joueurs de devoir, avec des joueurs qui restent, qui sont garants d'un état d'esprit. Ensuite, le joueur qui est au-dessus, comme Miko Tadze, c'est la cerise sur le gâteau. Il doit faire profiter de son expérience et de son talent au club et à l'équipe pendant un certain temps, et on sait qu'il va partir. Mais il faut anticiper ce départ, programmer aussi une recrue avec une rentrée d'argent. Mais si tu veux, nous, on fait le truc à l'envers, c'est-à-dire qu'on est en difficulté sportive. Les joueurs, il y a une hémorragie un petit peu de joueurs. Donc, Brian Maggio, c'est l'exemple type. C'est-à-dire qu'il n'a pas, sportivement, le club n'a pas bénéficié de son talent niveau sportivement, ou très peu. Financièrement, alors on peut dire que c'est une opération, c'est bien. Mais nous, on est là aussi pour... c'est un club de foot, je veux dire, pour vivre des émotions, pour avoir les meilleurs joueurs possibles, pour avoir un stade plein avec du spectacle, et on ne va pas jouer l'Europe, on le sait, ça c'est extrêmement difficile. Mais, oui, mais Steph, pardon. J'ai la sensation qu'on fait... Enfin, que... Je ne sais pas comment dire, qu'on est... dans la réaction à chaque fois. Voilà, c'est dans le court-termisme. C'est pas solide, si tu veux. Mais... Juste très rapidement, on a déjà eu l'occasion de le dire, tu as un club qui vient sur Brian Maggio, pardon. Alors oui, on peut se dire c'est frustrant, on ne sait pas finalement ce qu'il aurait pu donner, qui sait, c'est peut-être un futur Miko Tadze ou autre, mais quand tu viens avec une proposition ferme de 12 millions d'euros, et quand tu es dans la situation du FC Metz,
tu es obligé de vendre. Je suis d'accord avec C'est toi. compliqué de te dire, je veux retenir ce garçon qui pour l'instant n'a pas encore prouvé, rien n'indique qu'il aurait pu prouver ou pas, sur une logique de saison +1, +2. Tu vois ce que je veux dire quand tu es dirigeant du club? Brian Maggio, ça doit être ton 3e choix devant. Ouais. Or, il commence la saison dans titulaire. un effectif de Ligue 1, un gamin de 16 ans qui n'a pas joué en Ligue 2, Oui. il doit être ton 3e, voire 4e choix. Oui. Tu dois avoir un titulaire indiscutable qu'on n'avait pas en début de saison. Tu dois avoir un numéro 2 qui peut pallier l'absence du numéro 1 avec des références quand même, avec, je ne sais pas, 27 ans, 200 matchs de Ligue 2, quelques matchs en Ligue 1, bon potentiel, un entrant, un finisseur, tu vois ce que je veux dire. Sauf que là, et c'est là où je dis on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on vend Maggio, c'est quasiment ton... Bon, il y a Diallo qui C'était est ton venu. titulaire, en fait. Il était titulaire les deux premiers matchs Ouais. de championnat en Ligue 1. L'anomalie est là. C'est ça que je veux dire. D'accord. Après, évidemment, 12 millions d'euros, il a 17 ans. Bon, bah, tu le vends, voilà, tu vois le président entre les recettes et les dépenses, bah, ça permet un petit peu oui. d'équilibrer. Oui. Mais il doit y avoir 2 ou 3, ça doit être indolore pour l'effectif. C'est ça que je voulais dire. Vous parliez justement Merci, de Stéphane. Brian Maggio qui est venu épauler. Pas $1 pour moi, en tout cas, ce que tu viens de me mettre là. Qui est venu épauler après coup. Habib Diallo, qui est arrivé un petit peu plus tard dans la saison. On va justement parler tout de suite d'Habib Diallo, c'est dans le focus. Et on va se pencher sur quelques mots du FC Metz. C'est ce qu'on a déjà fait depuis le début de la saison. Il y en a un sur lequel on n'a pas forcément encore beaucoup venu, même si on l'a un petit peu mentionné, c'est Habib Diallo. Yanis, c'est vrai que on parle de déception aujourd'hui. Est-ce qu'on peut coller l'étiquette de flop sur cette saison à Habib Diallo ou c'est trop tôt encore? Flop, ouais, non, c'est... Allez, débrouille-toi avec ça. Le coup près. Non, bah, pour le moment, oui, tout le monde peut voir ça comme une déception parce que voilà, il state pas, les matchs sont un peu, c'est un peu mitigé. Donc, bon, il arrive aussi dans un groupe où c'est un peu difficile. Il avait l'habitude d'avoir des passeurs et lui, c'était un finisseur. Aujourd'hui, il est un peu plus en difficulté. C'est sûr que, en plus, depuis qu'il a repris le brassard, c'est un peu compliqué aussi. Donc, il a aussi une grosse responsabilité par rapport à ça. Donc, de gérer un groupe et aussi de stater. Donc oui, Habib, en ce moment, il est un peu dans le dur. Il avait bien commencé, maintenant, il est un peu dans le dur. J'espère que ça va vite tourner et ce serait bien pour le FC Metz que ça tourne vite. Mais oui, c'est vrai que quand on voit Habib en difficulté comme ça, c'est surtout à ce moment-là de la saison, c'est sûr que c'est pas le bienvenu. On va revoir ses statistiques. 21 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. C'est 1756 minutes. Ça veut dire que c'est le 6e plus gros temps de jeu de la saison. Patrick, et force est de constater que, on aurait peut-être aimé que les stats soient un peu plus arrondis au supérieur parce que c'est ce qui manque aujourd'hui à cette équipe de Metz. Sur certains matchs, on a vu tout à l'heure quelques ratés. On pense à Nantes, on pense à Brest, on pense à d'autres matchs. C'est vrai que c'est des matchs où on aurait peut-être voulu le voir un peu plus. Et là, on s'inquiète un petit peu. Pour l'instant, c'est du Diallo Coast. Oh la vache. Je suis humoriste en parallèle. Débute une 2e carrière. Raymond On vous Devos, mesdames et messieurs. remercie pour cette séquence de best-of qui Il vous est est dans offerte tous par les Patrick. élites de France. Je commence ma tournée sur les antennes de Moselle TV. Plus sérieusement, il n'a pas marqué depuis le 18 janvier, Habib. C'est un flop. Clairement, quand il arrive, on va être honnête. C'est-à-dire quand il arrive en septembre, compte tenu de sa stature, de son passé, même s'il venait d'une destination exotique, comme on dit, pour le FC Metz, c'était du pain béni. Clairement. Tu disais, enfin, tu as cet attaquant expérimenté. Bien sûr. Ouais. Référencé, qui correspondait au projet de jeu, qui avait bien évidemment fait ses preuves. Enfin voilà, c'est Habib Diallo, quoi. C'est quand même un joueur marquant de l'histoire contemporaine du FC Metz. Mais je trouve que, à bien des égards, il y a ce côté où on a l'impression que, alors c'est bête ce que je vais dire, j'ai pas été joueur de foot professionnel, mais on a l'impression qu'il n'arrive plus à avancer. Qu'il est sur ses impacts, sur ses prises d'impact pour faire une tête, sur ses choix, sur son incapacité à accélérer, je le trouve coincé, bloqué. Mais Et pourtant, faut pas trop faire le comparatif, mais c'est 30 ans, quoi. On a la défense en face d'un Bounassar. Oui, mais c'est pas le même profil. J'ai cru le retrouver, si vous avez en mémoire, sur le dernier match à domicile, où on fait quand même une très belle première mi-temps contre Nantes. C'est lui qui, par une petite déviation sur un jeu en pivot, met en orbite Jesse Deminguet sur la première frappe qui passe à côté. Je me dis, ça y est, il est là. Il est de retour.
S'il n'arrive plus à exister autrement, entre guillemets, que par des déviations et des remises, c'est déjà très précieux. Parce qu'il y a des animateurs autour, parce qu'il y a un Titashvili, parce que Jesse Deminguet était en forme, parce que Kofi Kwao, en ce moment, est beaucoup dans le dépassement de fonction. Donc je me disais, avec l'articulation des joueurs autour de lui, ça va fonctionner. S'il est ce point de fixation, et j'ai l'impression qu'il a disparu des radars, quoi. Je le trouve dans une logique complètement improductive, en fait. On a l'impression que lui-même est un peu résigné. Enfin, c'est l'interprétation que j'en fais depuis une tribune. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, et tu as 100% raison, sur le bénéfice que peut apporter Diallo au moment de sa signature. Évidemment, son passé, c'est un joueur qui a toujours marqué partout dans les clubs où il est passé, il a marqué. Quelqu'un qui a de l'expérience, l'impact vis-à-vis du groupe est très important au moment de son arrivée. Mais il ne suffit pas d'avoir un nom, d'avoir une carrière, pour que les choses se fassent naturellement comme par magie. Diallo, c'est un super joueur, mais il faut qu'il soit prêt physiquement. Et moi, je pense que c'est là que le bas blesse. Parce que si tu analyses et que tu creuses un petit peu, il y a un cumul d'indices qui font qu'on arrive à penser, à voir les prestations telles qu'elles sont maintenant. C'est-à-dire, il signe le 31 août. Son premier match, c'est le 13 septembre. La saison, elle a commencé depuis 7 ou 8 semaines. Il n'a pas fait la préparation avec le club. Il n'a pas fait le stage de cohésion. Physiquement, il arrive dans un état où il a fait une préparation tronquée avec son club en Arabie Saoudite, où il était en instance de transfert, donc tu sais très bien, même Yeni, tu sais très bien, tu es passé par là, quand tu es transféré, que tu n'es pas vraiment dans le club, ta prépa athlétique, elle est tronquée, tu es entre les avions, etc. Donc il arrive... Et ça se rattrape jamais. Il arrive très tard. Quand tu fais une préparation, elle sert quand même à quelque chose. La prépa, 6 semaines, déjà pour que les joueurs bossent les automatismes, se calibrent au niveau athlétique, elle sert à quelque chose, cette préparation. Elle t'emmène athlétiquement, physiquement, à avoir des performances de haut niveau jusqu'à la trêve hivernale. Tu peux jamais la combler combler le fait que tu l'aies pas fait. Ils ont refait une santé en début septembre. Quand il est arrivé, on a dit oui, il vient, en plus, tu as raison de souligner, d'un championnat exotique, et moi je l'ai vécu parce que les championnats là, c'est pas l'intensité, c'est pas la vitesse, c'est pas l'impact physique, athlétique, tactique du championnat de France de Ligue 1 qui est dans un des 5 championnats majeurs. Donc déjà, il doit combler un déficit athlétique. Il a marqué à Monaco son premier match, je crois, en septembre. Ensuite, il a marqué en octobre. Il marque sur la série des 3 victoires. Il marque contre Nantes et contre Nice. Il marque Nantes et Nice. Ouais. Non, il marque Nantes et Nice et à Monaco. C'est ça. Et Lyon à domicile en janvier. Premier match de Tavenot. Donc là, il est peut-être un petit peu mieux physiquement. Ensuite, il y a le coup d'arrêt de la CAN. Il part à la CAN, là où il est un peu mieux physiquement, en plus il est remplaçant à la CAN, il joue quasiment pas, 0 minutes. Là aussi, Yeni, tu l'as connu, tu es à l'hôtel, tu fais l'entraînement avec ceux qui n'ont pas joué la veille, tu cours, tu fais un petit jeu, je ne dis pas qu'ils ne bossent pas, mais tu es à 5000 km de Metz, en plein hiver, tu rentres, tu es champion d'Afrique. Voilà, il faut qu'ils se remettent en jambes. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de miracle. C'est pas simplement Diallo, il vient et Diallo, il va nous mettre 15 buts. Diallo, il vient, il faut le prendre plus tôt, il faut qu'il fasse une prépa, il faut qu'il connaisse ses coéquipiers. Et là, tu exploites le potentiel de Diallo. Mais là, il y a trop de choses qui font que, en plus, dans une équipe en difficulté, en manque de confiance, en manque de repères. Et est-ce que le brassard, c'est une bonne chose pour lui ? Ça, c'est un autre point, quoi. Il porterait sacrément malheur, ce brassard, cette année, quand même. Parce qu'on a eu le même constat pour Gauthier. Le seul qui l'a porté et qui s'est transfiguré quand il l'a eu, c'est Maxime Collin. Le brassard, je pense que ça n'a pas de... Non, moi, je ne pense pas que ça a un impact, surtout vu le personnage, vu comment il sait se prendre du recul par rapport à ça. Je ne pense pas que ce soit forcément un poids pour lui. Par contre, on le voit dans le commentaire, le brassard, c'est pas un poids pour lui, mais ça peut être le devenir pour l'entraîneur, parce que du coup, est-ce que tu peux sortir Habib Diallo d'un 11 de départ, ne serait-ce que pour le mettre sur le banc 1 ou 2 matchs s'il a le brassard, ils l'ont fait avec Gauthier. Je veux dire. Mais est-ce que tu vas remettre encore une fois du coup en cause ça et pour redonner le brassard, non, je vais le donner à Maxime Collin, mais. Oui, mais après, Aymeric, c'est le haut niveau, c'est la performance. À un moment donné, un coach, il doit prendre ses responsabilités. Je ne dis pas qu'il doit faire le choix de l'enlever, parce que je suis partisan, moi, de la stabilité, et surtout pour un attaquant, de lui donner la chance et la confiance, parce que c'est ça qui va faire débloquer son compteur, etc. Il n'a pas perdu toutes ses qualités du jour au lendemain, mais après,
l'équipe, le club est en difficulté, il faut aussi trouver des solutions. Alors peut-être l'associer à quelqu'un à côté de lui, parce que c'est un joueur de fixation. Plus il est haut, mieux c'est, parce que dans la surface ou aux 20 mètres, 25 mètres, c'est un finisseur, il a le sens du but, etc. Dos au but, il est bon aussi, en rôle de planche, un peu d'appui. Après, peut-être il a besoin, comme tu disais, de centres, de passes, d'être alimenté aussi un petit peu plus qu'actuellement. De toute façon, cette histoire du brassard, au moment où on devra faire l'examen et le bilan de la fin de la saison, il faudra quand même se dire que le cas Gauthier, pour moi, a été très mal géré. Enfin, cette histoire-là... Par rapport au brassard ? Ah oui, je pense. Enfin, je veux dire, Par rapport à plein de choses, que ce soit avant ou après. Ouais. Par rapport à partir le timing du brassard. On l'a sanctionné pourquoi ? Parce qu'il a eu quelques mots avec des supporters sur un déplacement. On le sanctionne pour ça ? Ou parce qu'il a dit après un match, bon les gars, il va falloir se réveiller et il va falloir recruter. C'est un peu la lecture qu'on pouvait faire. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est les performances. C'est toujours délicat quand tu as un joueur quand qui a un Gauthier statut. est bon, ça change quand même pas mal le visage de l'équipe, non ? Oui, mais les performances n'étaient pas au rendez-vous non plus. Et je pense que c'est pour ça, parce que c'est délicat quand tu as un joueur qui a un statut, qui a participé à la montée. Tu lui confies c'est ton meilleur buteur. Hein. Tu lui confies le capitanat. Et les performances ne sont pas au rendez-vous. Donc c'est tout ou rien. C'est soit tu le mets remplaçant, de facto tu lui enlèves le brassard. Après c'est toujours un petit peu délicat. Un petit jeune qui est un peu moins bon, tu le mets sur le banc, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Ouais. Mais après il faut arrêter avec le brassard. Enfin je veux dire le brassard. Ouais, mais on le fera quand même. Oui, mais on parle Gauthier, meilleur joueur de Ligue 2. Bon, il a une certaine expérience. Diallo, il en a vu d'autres aussi. C'est pas non plus un poids. Le brassard, tu fédères. C'est pas ça qui va te... C'est pas un bout de tissu qui va faire que... Qui va te crisper. Oui. Par contre, le fond du problème, c'est la performance et de Gauthier et de... alors là, on peut en parler aussi, Gauthier. Je veux dire, il n'a pas été aidé non plus. On a eu ce débat. Il a joué dans une sorte de 4-4-2 à un moment donné, 4-2-3, mais il était à droite. Alors, c'est pas son jeu. C'était pas non plus... J'ai l'impression qu'on a été peut-être... Les deux situations ne sont pas comparables, mais si on parle de l'ancien capitaine et du nouveau, peut-être qu'il y a eu un peu moins de patience avec Gauthier, je trouve, parce que des matchs où vraiment il s'est raté, il n'y en a pas eu non plus 10. Hein. Mais tu penses c'est par rapport aux déclarations un petit peu... comment l'interpréter Parce que ce jour-là, il a quand même dit en creux, il va falloir recruter, il faut que ça bouge à tous les étages du club. Ouais. Alors moi, je vois ça comme un appel à l'aide de quelqu'un qui a le club chevillé au corps quand même. En quoi c'est mal ? Au cœur. Comment ? Pourquoi c'est mal ? C'est pas mal. C'est dire on est en difficulté, il faut... Et bien sûr. Mais est-ce que le club a vu ça comme une attaque ? Je sais pas. Bon, le club, après, il lui donne les clés du camion. Brassard anime le secteur offensif. Il n'y a plus un joueur de l'année dernière. Il n'y a plus Jalot, plus Sabali, plus Idrissa Gueye. Il y a Titiashvili, même s'il est bon, il ne parle pas la langue, il vient d'arriver. Je parle au début. Tu sais, c'est comme Diallo. Ça tombe pas du ciel. Oui. Les automatismes, les repères, il faut le bosser, il faut travailler, il faut faire ses devoirs à l'entraînement pour reproduire en match ce que tu as travaillé. Mais si tout change, tu es en Ligue 1, non. Tu es en train de nous dire qu'en fait, le problème dans cette saison, c'est qu'on avait les joueurs, mais qu'on n'a pas eu le temps de les préparer comme il aurait fallu collectivement. Le timing n'est pas faux. Bon. Hein. Le timing, c'est pas faux. Le timing, on a eu ce débat plusieurs fois. Tu peux recruter des joueurs, mais si c'est trop tard, c'est trop tard. C'est vrai. Ouais. Non, moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce qu'à un moment donné, il y a eu retard au démarrage. Et avec les départs de matchs, avec ci, avec ça, à un moment donné, tu commences ta saison en difficulté. Tu n'as pas de joueurs, tu n'as pas d'attaquant. Tu fais jouer un joueur de 16 ans. Donc c'était un peu bancal au début. Et après, on s'étonne qu'il y a des joueurs qui performent. Un gardien qui découvre le championnat. Voilà, c'est exactement ça. Donc dès le début du championnat, quand on creuse un peu, comme l'a dit Borby, on voit qu'il y a eu des manquements, des lacunes à certains secteurs. Et aujourd'hui, on parlait du cas Habib, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. On va justement revenir sur ce cas Habib Diallo avec notre vision, nous, comme tu le disais Patrick, des tribunes et derrière notre poste de télévision. Mais celui qui le côtoie le plus ces derniers temps, c'est quand même Benoît Thavenot. On lui a posé la question en conférence de presse d'avant-match. Voici ce qu'il pense du cas Habib Diallo. Je discute beaucoup avec Habib. Moi, je ne prends pas l'option. Pour moi, il est impacté par la situation. Voilà.
Je discute beaucoup, il est impacté par la situation et je ne crois pas au fait qu'il ait renoncé ou qu'il soit à côté de la problématique du FC Metz. Moi, ça, j'y crois pas du tout aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'il fait une saison trop moyenne. Et je lui ai dit que même dans une équipe en difficulté, de par son statut, de par son vécu, de par ses qualités, il aurait dû faire mieux jusqu'à maintenant. C'est une évidence. Maintenant, c'est simple, hein, le FC Metz avait besoin d'un grand Habib Diallo pour se maintenir. Aujourd'hui, à l'image d'autres, hein, ça a été insuffisant. Maintenant, il a des perspectives aussi individuelles avec cette Coupe du Monde, donc il ne peut pas terminer la saison dans l'état où il est maintenant, quoi. C'est une évidence. Ces matchs sont trop pauvres, notamment techniquement. Parce que dans l'engagement, je parle même pas de ressenti, hein, je parle de data athlétique. Hein. Il est plutôt dans les clous. Mais il vit des moments difficiles, même individuellement. Dans le foot, hein, je parle à Habib. Hein, moi, j'ai une très bonne relation avec Habib. Je le respecte beaucoup, de par ce qu'il a fait ici quand j'étais là, de par ce qu'il a fait à Strasbourg quand j'étais à Strasbourg. Mais c'est une évidence que sa saison aujourd'hui, elle est insuffisante et il le sait. Hein. Il le sait. Maintenant, pour gagner des matchs, on a besoin d'un mot Habib. Ça, c'est une évidence. C'est compliqué quand on est au FC Metz, attaquant FC Metz, de stater. En tout cas, Habib a du mal cette saison. Alors, les résultats peut-être n'aident pas non plus. Je me suis penché sur les derniers meilleurs buteurs du FC Metz en Ligue 1 pour voir un petit peu les statistiques et me poser la question, est-ce qu'être numéro 9 au FC Metz en Ligue 1 et être efficace, c'est impossible ou ça ne va pas ensemble? On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Il y a quand même quelques joueurs qui ont réussi à stater. On pense évidemment à Miko Tadze, c'est 13 buts en 20 matchs. Et il y a eu des constats un peu plus difficiles aussi. Nicolas Depréville, 5 buts en 27 matchs. Ibrahim Niane, 6 buts en 10 matchs. Malheureusement blessé juste après. Cheikh Diabaté, encore Modibo Maïga. Je me tourne vers toi, Yeni, justement, cette question. Est-ce que, quand tu es un club qui joue le maintien, est-ce qu'être un numéro 9 qui state énormément, c'est un truc qui est impossible? Impossible, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Très, très difficile, surtout quand tu joues le maintien. Bah forcément, tu défends un petit peu plus et tu as moins de situations de pouvoir avoir des occasions pour marquer. Donc forcément, oui, c'est pas facile. Mais quand on regarde les statistiques des derniers attaquants, bah, il y a eu quand même des joueurs qui se rapprochaient des 10 buts, quoi. Donc c'est qu'à un moment donné, bah, les joueurs aussi peuvent sortir leur épingle du jeu, même si tu joues le maintien. Mais c'est clair qu'en jouant le maintien, surtout par une équipe comme Metz qui fait souvent l'ascenseur, et où il y a beaucoup de changements dans les effectifs, bah, c'est pas facile. Et on parlait justement d'automatisme, etc. Bah, ces joueurs-là, quand ils arrivent, bah, c'est pas facile. Mais après, une fois qu'il y a des automatismes avec certains, une fois que la machine est lancée, eh ben, c'est beaucoup plus facile parce qu'on connaît un peu plus son coéquipier, on sait comment le servir. Et voilà, je pense à Nolan notamment qui a fait plusieurs saisons où il avait des joueurs autour de lui qui connaissaient et ça s'est bien passé. Et ben, au final, il marque 15 buts. Pareil pour Georges et Habib aussi récemment. Mais voilà, à un moment donné, quand tu n'es pas servi, quand autour de toi, ben la machine ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas, ben c'est un peu plus difficile. Après, on se focalise beaucoup sur le rôle du numéro 9, mais il n'est pas tout seul. Je veux dire, il est dépendant, tributaire aussi de toute une équipe derrière. Si tu as une rampe de lancement, une équipe, un collectif bien huilé, c'est plus facile, évidemment, pour l'attaquant. En Ligue 1, quand tu joues le maintien, oui, c'est plus compliqué qu'en Ligue 2, où tu ultra-domines, tu es dans les 30 derniers mètres beaucoup plus souvent. Mais tu peux très bien avoir un attaquant à 7 ou 8 buts. Tu peux avoir des ailiers qui ont 5 buts chacun. Je veux dire, c'est une attaque, c'est une animation. C'est pas simplement un joueur. Les stats, il faut qu'il ait 15, 18, 12 buts et les autres, on n'en parle pas. 0 but, 0, ça pose pas de problème. Non, c'est une animation. Tu peux jouer à 2 devant, tu peux jouer à 3. Tu peux avoir des stats aussi sur des mecs qui marquent, des milieux de terrain qui marquent. Là, c'est l'animation offensive qui pose problème. Parce qu'on manque d'efficacité. Et comme a dit Yeni, en Ligue 1, tu as moins d'occasions qu'en Ligue 2. Donc il faut être encore plus efficace. Et je voudrais revenir juste sur l'intervention de Tavenot.
de Benoît Thavenot, c'est pas ça qui va donner confiance à Habib Diallo. Enfin, si je suis Habib Diallo dans Quand il la parle de presse, technique. il le dézingue un peu. Ah Enfin, oui. je veux dire, bon, il a pas fait. Bon, on le sait, mais tu dis des trucs dans les murs du vestiaire et peut-être la méthode Coué vis-à-vis de la presse, de donner aussi de la confiance, de dire on croit en lui, c'est un super joueur, il va débloquer des situations, on compte sur lui, il y a du mieux, c'est bien, il faut qu'il soit mieux servi. Est-ce que vraiment, si on parle de ça sur le plateau, une intervention comme ça de Matteo qui dit non, mais moi, Habib Diallo, j'y crois, tout va bien, entre guillemets, est-ce que vraiment tu la reçois comme ça aujourd'hui ? Ah bah non. Ça va nous embêter s'il dit ça. C'est-à-dire Si Benoît Thavenot dit bah non, mais moi, Habib Diallo, j'y crois, ça y est, ça va revenir, machin, alors que tu es à la fin du championnat, que ça se passe plutôt bien. Non, mais Si il lui y- a ce constat-là, c'est mais il comme y croit forcément, puisqu'il le met titulaire, il est capitaine, donc c'est qu'il y croit. S'il n'y croyait pas, il serait remplaçant. Totalement. Donc Tu veux de l'eau tiède, Stéphane. D'ailleurs, c'est ce que je de l'autre. Voilà. Non, mais il faut qu'il y croit, bien sûr. Mais après, c'est le rôle du coach et Protéger un peu aussi. de l'entraîneur, de le protéger. Et puis, oui, après, parfois, un coach, il faut être malin. Il faut dire des choses en sachant que le joueur écoute. Là, Habib, il écoute Thavenot. Enfin, je veux dire, t'es en dépression, quoi. Ouais, mais le coach, c'est pas l'agent du joueur non plus, quoi. Je veux dire, là, il y a quand même une réalité qui s'explique par plein de facteurs que vous avez très bien expliqués. Mais ça marche pas, en fait. Donc, dans ta posture d'entraîneur, c'est aussi relativement courageux que de dire, parce qu'il commence par la méthode Coué, hein. Il dit que Habib, c'est un grand joueur, on le connaît tous, etc. Mais il est moyen, mais techniquement... Moi, c'est surtout quand il dit ça, pardon, quand il parle de technique, Oui, il dit c'est très sur ce faible, plan-là, il est ou, décevant. C'est là que c'est un petit peu dur. D'ailleurs, j'en tousse. pas perdu. Après, le signal et le message, un coach, il passe toujours des messages. Il fait passer des messages tout le temps, en conférence, avec les gens. Il se sert un peu. Je veux dire, il a son pour passer intérêt de des coach messages. et de s'occuper Quel de est- l'équipe quel est plutôt le que de toujours message, là ? protéger un Est-ce que joueur tu- qui est en échec. Est-ce que tu penses que le message-là va être Ah bah non. bon pour le joueur, Non. bien reçu, Clairement et va non. être propice à des meilleures performances? Clairement non. Je pense pas. Est-ce que ça prépare le terrain au fait de mettre le petit Mba là ? Je m'interroge. Dans ce cas-là, moi, je préfère des actes plutôt que de dire t'es catastrophique, mais je te mets quand même. Voilà. Bon, c'est En tout cas, gros pour résumer. Oui. En tout cas, le FCS aura besoin d'Habib Diallo pour son prochain match. Parce que oui, il y a de la Ligue 1 ce week-end avec un gros rendez-vous pour le FC Metz. On en parle tout de suite dans le journal de la Ligue 1. Et oui, la 29e journée de championnat pointe le bout de son nez. Déplacement à l'Orange Vélodrome pour le FC Metz qui jouera l'Olympique de Marseille. Petit point statistique sur cette équipe de Marseille, histoire de se remettre au goût du jour. 4e de Ligue 1 avec 49 points. C'est 15 victoires, 4 nuls, 9 défaites. 57 buts inscrits, 37 buts encaissés. Le meilleur buteur, Mason Greenwood, avec 15 réalisations. Le meilleur passeur, Pierre-Emerick Aubameyang. On peut passer très rapidement à la passe de 300 défaites pour le FC Metz. Est-ce que c'est vraiment possible, Yeni ? Le FC Metz sera sur 2 matchs nuls, sans encaisser de but, qui plus est. En face, il y a une équipe de Marseille qui n'est pas forcément au top de sa forme non plus. Ouais, on va rencontrer une équipe qui est malade, qui a du mal à démarrer avec un nouveau coach qui est Habib Beye. Donc forcément, il y aura des possibilités, il y aura des opportunités de faire un gros match, de ramener un résultat au Vélodrome. Mais voilà, on sort sur 2 matchs nuls. C'était assez costaud sur les derniers matchs, donc il faut partir sur ces bases-là pour pouvoir faire un résultat à Marseille, parce qu'on sait que eux, en plus à domicile, ils voudront tout simplement tuer le match et enfoncer le FC Metz. Mais voilà, avec une bonne organisation, comme on parlait depuis plusieurs matchs, avec une bonne tactique, avec des joueurs qui en veulent, et à un moment donné, il faut aller là-bas pour essayer de ramener des points. C'est vrai que l'OM, de manière générale, Stéphane, c'est un club à part en Ligue 1, au niveau de l'aura, au niveau de les résultats là-bas. Si tu es dans un autre club, ça se passe peut-être un petit peu mieux. Là, on le voit cette saison, malheureusement, c'est un petit peu tombé d'un seul coup en début d'année avec la défaite à Nantes, la Ligue des Champions, la Coupe de France, Roberto De Zerbi qui part. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements, mais qui s'enchaînent. On a l'impression petit à petit qu'ils prennent de l'importance et qui peut-être amènent justement ce genre de changement. Oui, évidemment, l'OM, ça reste un club à part. Quand vous êtes joueur, vous cochez dans le calendrier le jour où vous allez au Vélodrome. Après, il y a une grosse pression autour des joueurs de l'OM. Ça pourra
nous être profitables. J'espère. Il faudra essayer de les faire douter. Parce que je pense qu'ils vont mettre une grosse intensité en début de match pour faire la différence rapidement, en sachant que c'est la lanterne rouge qui se présente, qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc il va y avoir vraiment une grosse intensité. Si on arrive à résister, ça peut se retourner un peu contre les joueurs de l'OM et puis on peut prendre confiance. Il faut capitaliser, tu as raison Yeni, sur les 2 clean sheets qu'on vient de faire. Donc il faut avoir ça en tête, on peut être costaud défensivement, à domicile comme à l'extérieur, et puis faire zéro complexe. Je veux dire, on n'a rien... Enfin oui, on a à perdre évidemment les points et puis dans la course au maintien. Mais concrètement, c'est un match où on n'est pas favori, tout le monde nous voit perdant. Donc il faut y aller comme un match de coupe, être ultra soudé et puis essayer d'être malin, coup de pied arrêté, la moindre occasion, essayer d'être efficace. Ça c'est un match pour Habib aussi, hein. C'est des matchs où il peut se mettre en valeur et briller. Et c'est pas un grand OM, il ne faut pas en faire tout un plat. Il y a un contexte qui est à gérer, avec 60 000 personnes, etc. Mais c'est pas un grand OM ils sont friables, ils prennent des buts, c'est lent derrière, ça fait des erreurs. Ils viennent de changer de logo, ce qui a rajouté encore une couche de bonne humeur. Ils ont un logo qui est catastrophique, on dirait Volkswagen. On l'a si jamais en régie. Et salut à tous nos amis marseillais qui nous regardent. Vous méritez mieux quand même. Mais après, oui, pas de complexe. On va s'y habituer au logo. Hein. C'est dans l'air du temps un peu. C'est comme notre logo aussi, où c'est les boîtes de com qui facturent ça, je pense, à prix d'or. Ça a été conçu en un an ma et demi. nièce aurait pu faire 1 an et demi le même. pour le sortir. C'est pas mal. Quoi ? Un bon job, ça. 1 an et demi pour faire ce logo. Tiens, 250 000 euros. Alors là, ma nièce, elle a fait un petit truc. Mais après, c'est vrai que, je pense que Marseille joue plus contre son public que contre le FC Metz. Donc c'est C'est vrai. Ça, c'est beau. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est que voilà, Marseille Il y a joue une plus contre pression. le public. Donc ils ont plus une pression que le FC Metz qui va justement aller là-bas pour essayer de déjouer cette équipe-là. S'ils arrivent à le faire, c'est sûr que les joueurs, en tout cas face au contexte, vont avoir un petit peu plus de difficultés. Et puis à Metz d'en profiter justement pour enfoncer le clou. Mais moi, je me rappelle le match aller. Ça a été, sur la phase aller, ça a été un des pires matchs du FC Metz. Mais parce que Marseille, je me rappelle Gouiri qui rentre, Greenwood, Pechao. C'est le moment où ça se passait mieux pour eux aussi. Et bien sûr, ils étaient sur une belle série, une belle dynamique. Tu as un bon entraîneur, tu as l'impression que tous les indicateurs sont au vert. Et puis étaient en n'importe Ligue des quoi en Ligue des Champions, Champions, l'élimination en Coupe de France. L'histoire du logo, le timing est pourri. Enfin, t'as l'impression que comme ça va pas, tiens, on va allumer vite fait un petit contre-feu là, et tu rajoutes une couche et tu remets une pièce dans la machine, quoi. Le timing, je pense, c'est commercial. C'est pour qu'ils achètent des maillots pour la nouvelle saison prochaine, que S'il y a ce pas de soit Ligue des Champions ou de Coupe anticipé, d'Europe, qu'ils impriment, donc je pense que tout est calculé. Parce qu'il y a quand même un paramètre aussi, c'est je crois que tu as 5 clubs en 3 points pour les qualifs européennes. Que ce soit accession directe en Ligue des Champions ou Ligue Europa simple, j'ai envie de dire. Il n'y a rien qui est fait. Et malheureusement, les Marseillais, là, ils ont absolument besoin de points. Ah oui, non, mais ils ont la pression, ça c'est clair. Et pour eux aussi, pour les joueurs, ça ne va pas être évident à gérer. Après, c'est leur problème. Hein. Oui, mais bien c'est sûr. en cela que je dis que ça peut nous être aussi profitable, parce que concrètement, l'OM, c'est un énorme club, mais je trouve que qualitativement, les joueurs sont pas au niveau du renom du club. C'est-à-dire que cette saison, tu prends les joueurs, alors avec tout le respect que j'ai, et c'est d'excellents joueurs pour être à l'OM, mais c'est pas non plus. Je pense que Nantes avait gagné d'ailleurs là-bas. 2-0. Début d'année janvier. Ouais, donc voilà, pourquoi pas. C'est des fois là où tu attends le moins que tu joues libéré et puis tu peux. C'est pas la même opposition, bien évidemment, mais l'entame de match contre Nantes, qu'est-ce qu'elle nous a fait du bien, qu'est-ce qu'elle nous a fait plaisir quand même, ce match à la maison. Enfin, si tu prends le match par ce bout-là, alors évidemment l'opposition est complètement différente, mais j'ai senti une équipe qui avait lâché un peu les chevaux, voire les cheveux. Ouais. Voir les cheveux. Bah oui, après. Libre aujourd'hui. Après, c'est ce qu'on attendait notamment. Et qui reprenait le plaisir simple en fait. Notamment à domicile, c'est ce qu'on attendait. On a toujours en tête l'image au PSG, au Parc, où on va presser comme des fous, un peu de manière inconsciente. Et à domicile, contre Brest, contre Auxerre,
on prend Ouais. des buts tôt Eh oui. et pas de réaction. Pas... Bon, voilà, là, il ne faut plus se poser de questions. Bien sûr. Mais il aurait fallu faire ça bien avant et je pense qu'on aurait eu plus de points. Penser à bien défendre ensemble, mais être conquérant, aller de l'avant, défendre en avançant, Emery. Et puis, Ça faisait longtemps. Et puis essayer aussi, mais c'est trop tard, d'emmener le public. Mais oui. C'est trop tard. Je veux dire, ça, il aurait fallu le faire bien avant. Ça aussi, quand il s'agira de faire le calcul, le nul à domicile contre Angers, contre Le Havre, il y avait mieux à faire contre Rennes. Enfin, on va pas refaire l'histoire. Mais les points qui nous manquent aujourd'hui, Tu sais où aller les franchement, trouver. exactement. Ouais, tu sais, On était et en capacité d'aller les prendre. sur la manière. Et pour revenir au public, deux petites secondes, j'ai le droit à une petite parenthèse. C'était une légère parenthèse. En fait, c'est un Il reste encore 2 ou 3 trucs à faire. Donc, Yeni C'est un et moi, conducteur écrit par Stéphane Baruch. tu me donnes l'autorisation. Oui, oui, toi, je t'en prie, il y a avec des plaisir. royalties sur les. Donc j'ouvre une parenthèse, enchanté ou pas. Yeni et moi, on a été joueurs sur le terrain. C'est pas facile parce que quand tu as un public qui est ou absent ou hostile ou c'est une pression, c'est notre métier, c'était notre métier, c'est tout à fait normal. Mais à l'adresse des supporters, ils ont le droit d'être mécontents, évidemment, d'avoir des griefs contre le club, de ne pas être d'accord, etc., de manifester un certain mécontentement, mais pas les jours de match. Pour moi, les jours de match, le temps du match au stade, c'est sacré. Il faut être derrière l'équipe parce que les joueurs ont besoin de ça. Les joueurs ont besoin du soutien du public. C'est le 12e homme, c'est pas pour rien. Ça peut faire la différence aussi. Quand t'emballes le match, tu parles de Nantes, Je pense s'il qu'on y a a un besoin. stade qui vibre, qui bouge, les deux copes qui envoient de la voix, peut-être tu le gagnes 1-0 ce match-là. Tu vois. Donc Ouais, après, mais- tu peux faire un cortège, aller devant le siège. Je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais tu peux dire on n'est pas content, il y a des trucs, c'est tout à fait normal parce qu'on est une famille, le club, chaque composante fait partie du succès ou pas du club. Mais pendant les matchs, pendant l'animation des tribunes, les 90 minutes, il faut être à fond et on fait les comptes. Ouais, mais Steph, après. objectivement, on peut comprendre là aujourd'hui le mouvement des supporters. Je le comprends tout à fait. Ils veulent marquer une Je suis le premier- rupture, en je suis fait. le premier à le comprendre. Simplement, je me place du point de vue des joueurs, de l'énergie que tu as quand tu sors des vestiaires, hein, Yeni. Ouais, non, tu mais- vois les banderoles, les stades, ils sont derrière. regarde, toi. Même c'était- si tu es en difficulté. C'était morne-pleine contre Nantes et le FC Metz fait les 20 premières minutes quasi parfaites Oui. sans la concrétisation Et par un but. Je dis exactement parce que moi je suis partisan de dire que le souffle, l'impulsion vient Ouais, des joueurs. ouais, ouais. On dit toujours est-ce Ouais. que c'est le public? Non, c'est ce que tu Ah montres, oui, tu oui. sors, tu vas, tu presses, tu mets 2-3 taquets, 2-3 bons mouvements. Les joueurs emmènent en fait Oui, le public avec eux. Ouais. Mais peut-être, Nantes, tu as raison, il y a eu cette étincelle qui est venue des joueurs et c'est très bien. Mais peut-être qu'on marque un but si peut-être il y a le stade qui s'enflamme et tu fais un Kwao qui déborde, hop, ça passe dans le dos, etc. Tu vois, ça, donc c'est simplement ça que je dis pendant le match. On encourage à fond et on fait les comptes après. Après, bon, il y a d'autres moyens de montrer du mécontentement. j'ai une parenthèse de 25 minutes. Je referme cette parenthèse et les guillemets. Vous noterez qu'il n'a pas fait de parenthèse dans la parenthèse. Oui, ça, c'est- c'est déjà. C'est son prochain exercice. Au revoir. Merci, Son c'était prochain exercice. Ça va me permettre de passer à un de nos mots de la fin, parce qu'il ne nous reste plus que quelques minutes. Très rapidement, un mot sur la compo, évidemment. Il y a une compo qui marche en ce moment. On parlait de dynamique et de renouveler peut-être la confiance en ce qui s'est passé. Il y a peut-être un joueur qui est, par la force des choses, au milieu de terrain aujourd'hui. C'est Jean-Philippe Bama Yeni et qui retrouve un poste d'origine. Et ça marche plutôt bien pour le FC Metz aussi. Ça fait partie d'une donnée de satisfaction de ces derniers matchs. Mais c'est vrai que après c'est pas nouveau pour lui d'être à ce poste-là. Il le connaît ce poste-là. Il a déjà joué. C'est nouveau Quand au FC Metz. C'est nouveau au FC Metz. Voilà, moi j'ai déjà joué contre lui. Il était numéro 6 et c'est un poste qui lui va bien parce qu'il a une bonne qualité de passe. Il a une bonne vision de jeu et puis bon c'est un joueur qui est assez agressif sur le joueur. Mais oui, aujourd'hui c'est un poste qui lui va bien. Et il est assez performant à ce poste-là. Et puis ça ramène aussi une certaine stabilité dans l'effectif parce qu'il est au milieu, il est dans le noyau de l'équipe. Donc oui, moi j'aime bien Bama à ce poste-là. Après, voilà, comme l'équipe est un petit peu en difficulté, ben, on ne voit pas forcément ce que ça apporte. Mais voilà, pour tous les observateurs qui aiment bien regarder les petits détails, moi je trouve que techniquement c'est très propre, c'est très correct. Dans l'impact, c'est très bon. Et puis autour de lui, il peut y avoir des Gauthier Hein et des joueurs qui sont assez techniques, comme Tchitchaïchvili aussi,
sur le côté dont il peut servir. Et moi, qui suis offensif aussi, et que ces joueurs-là, ils ont cette liberté aussi de se dire, on peut aussi prendre des risques, on peut aussi prendre des risques devant. On sait que derrière, il y a quelqu'un qui sera là pour récupérer les ballons. Donc je pense que à ce poste-là, il est très très bon. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Yannick, parce que Djebama, c'est un excellent joueur. Derrière, c'était un des seuls qui survolait un petit peu, qui surnageait dans le marasme un peu des Grenats. Ça traduit aussi une carence au milieu. Parce que c'est une anomalie, quelque part. Là, encore une fois, pour ce match, Benjamin Stambouli, Traoré, Touré et Buliv Moulongo à certains. Exactement, mais parce que tu as une, entre guillemets, faillite pour blessure ou méforme ou Alpha Touré, normalement ça doit être Stambouli ou Alpha Touré ou Traoré. Je veux dire, parce qu'on a un manque à ce niveau-là, on a un bon joueur derrière qui assure, on le met au milieu. En plus, moi, je ne suis pas fan des défenseurs centraux qui passent milieu de terrain. Alors, j'entends bien, il apporte un côté athlétique, jeu de tête, les duels. En plus, il est bon techniquement. Donc, c'est tant mieux pour lui, parce qu'il est polyvalent. Pour lui, c'est très bien. Mais après, normalement, moi, il devrait être derrière, charnière centrale, et basta, et avec des milieux qui font le taf à leur poste. Ouais, mais si... Je te laisse finir là-dessus, on arrive à la fin de notre émission. Non, Vraiment, c'est même pas une parenthèse, c'est une guillemets, quoi. D'accord. Une apostrophe maintenant. Virgule. Raisonnement complètement bêta et minimaliste. Si je suis ton raisonnement, Steph, je me dis que Gbama avant était en défense centrale et ça ne nous a pas empêché de prendre l'eau X fois. Donc tu as raison, s'il est là, c'est sans doute entre guillemets par défaut, parce que les titulaires habituels du poste ne sont pas là. Traoré est décevant, Touré est décevant, Stambouli est blessé depuis malheureusement longtemps. Mais tant qu'à faire, autant te mettre un joueur plus à un poste important quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense il assure il fait il a relancé un débat. Il fait excuse-moi. Je voulais fermer la virgule. Je vais prendre le contrôle de l'émission. Voilà. Alors nous avons au sommaire et l'émission va durer 2h30. Mais on n'a qu'à faire ça finalement. Qu'est-ce que tu as à faire ? Ce que je te propose, c'est que moi je donne le planning. Je donne maintenant le planning de ce week-end. On fait le générique de fin et on aura qu'un autre truc qu'on mettra que pour les gens, si tu veux. Rapidement le programme de ce week-end avec Paris FC Monaco et Marseille-Metz, ce sera ce vendredi. Auxerre-Nantes et Rennes-Angers pour le programme de ce samedi. Nice, Le Havre, Toulouse-Lille et Lyon-Lorient pour ce dimanche. Il faudra attendre pour voir Brest-Strasbourg et Lens-PSG. Et vu que vous avez été beaucoup trop long, je ne vous demanderai pas votre avis sur les reports de match. Voilà. C'est ça votre punition, car je suis sûr que ça pourrait durer au moins 45 minutes. Il se fait insulter dans l'oreillette. Alors un petit peu, oui, mais ça c'est... l'antenne, c'est comme j'ai aussi la méthode coach, on ne dit pas tout, mais je me fais incendier là actuellement. Merci de m'avoir accompagné tout de même. On reviendra sur tout ça encore un petit peu plus tard. On a encore quelques semaines à faire avant la fin de cette saison, évidemment. On revient sur ce match dès lundi. À très vite sur Moselle Je TV. ne réponds pas à Patrick. Après. Vas-y. Tous derrière les Grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.